Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de mars. Dans ce point lecture, j'ai donc 4 romans ainsi que 2 ouvrages graphiques à vous présenter. Mais avant de commencer, je voulais juste vous faire un petit message. J'ai pas envie sur cette chaîne de m'éterniser par rapport au coronavirus, mais juste rapidement pour vous dire de penser à tous les commerces qui sont obligés de fermer et pour lesquels ça risque d'être compliqué, et notamment aux librairies, et plus particulièrement aux librairies indépendantes. Du coup, si vous souhaitez acheter des livres pendant votre confinement, ou en tout cas voilà, si vous souhaitez acheter des livres, je vous recommande de passer par des sites, soit directement les sites des maisons d'édition, ou sinon par des sites des librairies indépendantes. Certaines ont leur propre site, et sinon vous avez également le site qui s'appelle www.librairie avec un S, indépendante avec un S.com, qui est un site qui regroupe plein de librairies différentes, je crois à peu près 1000 librairies, et qui du coup a un stock énorme, et dont il me semble les frais de port sont gratuits ou très peu chers. Donc voilà, ça vous permet de continuer à faire vivre tous les petits commerces, et notamment, enfin plus particulièrement les librairies indépendantes, qui sinon vont quand même pas mal souffrir de tout ça. Donc voilà, c'était le petit message, essayez de penser à tout ça si jamais vous commandez des livres. Voilà. Du coup, pour vous parler sinon vraiment du point lecture en lui-même, j'ai donc 4 romans et 2 graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de Passenger par Alexandra Bracken aux éditions Milan. Ensuite, je vous parlerai de La ferme du bout du monde par Sarah Vaughan aux éditions Prélude. Après, ce sera au tour de La chasse fantôme par Hermine Lefebvre aux éditions Scrinéo. Puis Va où le vent te berce par Sophie Thalmann aux éditions Albin Michel. Et enfin, côté graphique, je vous parlerai tout d'abord du second tome du manga Retour aux sources, et je vous parlerai également de la très très jolie bande dessinée Le cercle du dragonté par Cathy O'Neill. Et du coup, je démarre tout de suite, et je démarre avec Passenger par Alexandra Bracken. Il est publié aux éditions Milan. J'ai pour ma part le grand format, je l'ai depuis sa sortie qui était début 2017, donc il y a 3 ans maintenant. Et le second tome est déjà sorti, c'est une série qui est terminée en 2 tomes, et les 2 tomes sont disponibles au livre de poche si ça vous intéresse. C'est une histoire qui parle principalement de voyage dans le temps. On va suivre le personnage de Etta qui grandit à New York de nos jours, sauf qu'un jour elle va en quelque sorte basculer et elle va se retrouver dans une autre époque, puisqu'elle va se retrouver plongée dans le XVIIIe siècle, où elle va faire la rencontre de Nicolas, qui travaille sur un bateau, donc il se retrouve en pleine mer, et Etta en fait va apprendre donc qu'elle a le pouvoir de passer d'une époque à une autre, et elle va également se retrouver plongée dans tous les conflits des familles de passeurs, etc. J'ai beaucoup aimé cette idée de départ, j'ai beaucoup aimé également toute la trame narrative, puisqu'ensuite Etta va se voir confier une mission, à savoir celle de retrouver un astrolabe, et pour ça elle va se retrouver à voyager d'époque en époque. J'ai trouvé tout ça vraiment très chouette, mais par contre c'est un roman dans lequel je me suis ennuyée, mais alors à un point assez impressionnant. Donc voilà, j'aimais beaucoup toute l'histoire de départ, j'aimais beaucoup l'idée, mais vraiment c'est un roman qui je trouve tourne énormément en rond. Le problème en fait c'est qu'il y a certaines scènes, notamment une scène en particulier, dans le roman, on nous la raconte une première fois au moment où les personnages la vivent. Ensuite, plus tard, on nous la raconte du point de vue d'Etta. Puis on nous parle de ce que Etta a pensé de ce moment-là, puis on nous parle de ce que Nicolas a pensé à ce moment-là et de ce qu'il pense qu'il aurait pu faire à la place. Et ensuite, parfois, on parle de ce qu'ils ont dit, ils mettent en commun ce qu'ils en ont pensé. Donc voilà, en fait, on revit la même scène plein de fois. Du coup, c'est un mode de narration que j'ai trouvé très lent et pas très passionnant. Les chapitres, en plus de ça, sont longs, ce qui n'est pas quelque chose qui me dérange, mais quand en plus dans les chapitres, le rythme est lent, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, c'est un roman avec lequel j'ai eu l'impression de ne pas trop m'en sortir, même si j'étais quand même curieuse de savoir la suite. Mais voilà, je ne lirai pas le tome 2, c'est un roman qui fait quand même 470 pages, donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc oui, et puis il y a également une romance qui s'installe entre Etta et Nicolas, c'est pas du tout un spoil, hein, c'est marqué dès le résumé au dos, il y a marqué une idylle impossible. Voilà, leur histoire d'amour était assez casse-pied à lire. C'est vraiment en mode mais je t'aime, mais ce n'est pas possible entre nous. Oui, mais je t'aime. Oui, mais c'est pas possible entre nous. Mais en fait, si c'était possible. Voilà, en gros. Donc voilà, du coup, un roman pas passionnant, même si toute l'idée de départ était quand même super intéressante et je trouve ça dommage. Et les différentes époques décrites étaient intéressantes, etc. Mais ça l'a pas fait. Donc voilà, pour ma part, c'est un 13/20.
Ensuite, je me suis lancée dans le roman La ferme du bout du monde par Sarah Vaughan aux éditions Prélude. C'est un roman que j'ai lu en lecture commune avec ma copine Émilie de la chaîne Milix Lecture. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. On a déjà fait quelques lectures communes ensemble avec Émilie puisqu'on se connaît en fait depuis le lancement de nos chaînes qui était en 2015, donc il y a 5 ans maintenant. Et du coup voilà, on échange régulièrement depuis et on n'a pas forcément toutes nos lectures en commun, mais on a parfois quand même des lectures en commun et parfois, enfin certains types de lectures nous plaisent à toutes les deux en tout cas. Et du coup voilà, on fait parfois des lectures communes. On en a fait une donc ici pour La ferme du bout du monde, qui est un roman pareil qui commençait un peu à traîner dans ma pile à lire, donc c'était pas plus mal. Et donc dans cette histoire, en fait c'est une histoire qui se passe à cheval sur 2 époques, qui se passe entre la Seconde Guerre mondiale et maintenant. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, les enfants sont envoyés à la campagne pour fuir Londres où les bombardements sont présents. Et nous, on va suivre particulièrement un frère et une sœur qui s'appellent Will et Alice. Et Will et Alice vont du coup être envoyés dans une ferme où ils vont faire la rencontre de Maggie, qui est une jeune fille également à la ferme, qui a à peu près le même âge que Will, donc le grand frère. Et du coup, en fait, ils vont vivre ensemble et pas pendant toutes les années de la guerre. Et ça va être une époque qui va vraiment les marquer après dans le reste de leur vie. Et ensuite, on a également donc l'époque actuelle dans laquelle Maggie est toujours présente, c'est devenu une vieille femme. Et elle est également entourée de toute sa famille et on nous parle notamment pas mal de sa petite fille qui s'appelle Lucie et qui a des problèmes au niveau de son couple et de son métier d'infirmière. Donc voilà, on a tout ça qui se passe et tout ça donc va se passer principalement dans le décor de cette ferme en Cornouailles. C'était vraiment un décor très intéressant et j'ai beaucoup aimé la plupart des personnages en fait qui nous sont présentés. Après, c'est un roman que j'ai trouvé un peu lent dans son démarrage. En fait, c'est un roman qui fait à peu près 440 pages et qui est vraiment divisé, je trouve, en 2 parties. Une première partie, une première moitié qui est assez lente, dans laquelle il se passe pas grand chose, on se demande un peu où va l'histoire, et une deuxième moitié qui est vraiment riche en révélations, dans laquelle la situation avance vraiment, etc. La première partie, je trouve qu'elle aurait pu être réduite au moins de 50%, enfin voilà, on pouvait, je pense, retrancher une centaine de pages dedans pour rendre un roman plus fluide. Mais voilà, mais sinon c'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié, j'ai trouvé les personnages attachants, j'ai bien aimé leurs relations, j'ai trouvé que les secrets qui étaient gardés finalement depuis longtemps quand le passé ressurgit étaient vraiment intéressants. Donc voilà, un roman que j'ai vraiment bien aimé, mais il y a quand même tout ce début que j'ai trouvé assez lent, un peu ennuyant, voilà, qui vient un petit peu ternir mon avis, même si mon avis est globalement positif ici, et que j'ai mis la note de 15/20 à ce récit. Ensuite, je vais vous parler d'un autre roman, à savoir La chasse fantôme par Hermine Lefebvre aux éditions Scrinéo. Pour le coup, c'est un roman alors que j'ai beaucoup aimé, j'ai reçu de la part des éditions Scrinéo, il est sorti au début du mois de mars. Mais ça va être un peu compliqué de vous en parler, c'est pas le genre de roman hyper simple à résumer. En gros, ce roman est un roman fantastique qui se passe à cheval entre notre monde et un monde de fantasy, en gros, puisqu'il y a donc notre monde tout à fait classique et il y a l'outre-monde. Et les 2 mondes en fait sont reliés par des sortes de failles qui s'appellent des lignes de Ley dans le roman. Et ces failles font que certaines fois, certains éléments magiques peuvent passer dans notre monde à nous. Ça peut être par exemple une fée, un gobelin, un troll, un objet magique, enfin voilà, n'importe quoi. Mais ça peut aussi être des choses un peu plus impressionnantes, notamment donc les chasses fantômes. Et pour éviter que cette communication entre les deux se fasse, il y a un ordre sur Terre qui s'appelle les Veilleurs. Les Veilleurs sont des personnes qui soit ont un pouvoir, soit n'en ont pas. Souvent c'est une famille entière qui est veilleur. Et les Veilleurs ont tout simplement pour but de limiter la propagation des éléments magiques sur notre monde à nous. Et nous, on va suivre un personnage qui s'appelle Nathalis. Nathalis est un veilleur et il a également des pouvoirs magiques et toute sa famille, tous les gens de sa famille sont des veilleurs. Sauf que justement, durant une arrivée de la chasse fantôme, il va se passer quelque chose, ça va un peu tourner au drame, et Nathalis va être jugée comme responsable, ce qui est un petit peu discutable. Mais bref, il est jugé responsable. Sauf que Nathalis, dans tout ça, va subir 2 drames, à savoir tout d'abord que son père va se retrouver dans le coma, et ensuite que Nathalis va se retrouver paraplégique et du coup en fauteuil roulant. Comme en plus de ça il est accusé, on va l'envoyer lui ainsi que son frère Félix avec qui il habite, on va les envoyer gentiment dans un petit village paumé en Allemagne pour surveiller des lignes de lait qu'il y a là-bas. Mais voilà, clairement c'est pas une mission d'une grande importance et étant donné qu'on est quand même sur un jeune homme qui a de fortes capacités, qui est entraîné depuis tout petit,
qui a des capacités magiques, etc. Se retrouver dans un petit lycée paumé, ça le fait un peu chier. Et du coup, voilà, il se retrouve là-bas. Là-bas, il va devoir apprendre une nouvelle vie. On a également tout l'aspect du fait qu'il soit handicapé, qu'il ait un fauteuil roulant. C'est un aspect qui est assez important dans le roman. Et j'ai trouvé que c'était globalement très bien fait, même si voilà, je suis pas du tout une personne concernée. Mais en tout cas, j'ai trouvé que la manière dont c'était abordé était intéressante. Donc voilà, on a tout ça. Et donc en fait, pendant ce temps-là, le fait qu'ils aient libéré cette chasse fantôme, ça va faire que les chasses fantômes sont devenues beaucoup plus dangereuses. Les chasses fantômes, en gros, ce sont des cavaliers qui sont des créatures un peu magiques. Qui ne marchent pas vraiment sur Terre, qui flottent un peu plus, qui passent, et lorsqu'elles passent, normalement elles prennent les âmes. Sauf que depuis qu'il y a eu cet événement qui s'est passé, les cavaliers, lorsqu'ils passent, ils tuent énormément de personnes et leurs apparitions sont devenues beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus mortelles, beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus imprévisibles, etc. Enfin voilà, vraiment ça a tout bouleversé. Et c'est aussi pour ça que Nathalie s'est aussi mal considérée maintenant par son ordre. Et donc nous voilà, on va suivre tout ça, et puis ensuite donc Nathalie au lycée va faire la rencontre de Yelisei, je sais pas comment prononcer ça. Et ils vont faire la rencontre, et ça va être donc notre troisième personnage principal avec Nathalie, c'est son frère Félix. Et j'ai beaucoup aimé ce trio de personnages principaux, je les ai trouvés très attachants, j'ai beaucoup aimé leur relation, même si j'ai trouvé que sur la fin le personnage de Nathalie est assez indécis et que c'était un petit peu agaçant parfois. Mais sinon j'ai beaucoup aimé leur relation entre eux, j'ai trouvé ça très chouette, je trouve qu'ils nouent vraiment des liens qui sont très particuliers. J'aime beaucoup également les thématiques qui sont abordées par le personnage de Yelisei. Je trouve que ce personnage permet de parler de différences, etc. de manière différente, et que c'était chouette, et qu'il y a des messages un peu subliminaux derrière son personnage qui sont vraiment intéressants. Donc voilà, vraiment c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très original, que j'ai trouvé très prenant, même si sur la fin le personnage de Nathalie m'a donc parfois un petit peu agacée, mais sinon c'est un roman que j'ai trouvé vraiment très bien fait et très original, et je suis très contente d'avoir pu le découvrir. Donc voilà, en sachant que donc il s'inspire en partie de mythologie germanique plutôt, et que c'est un premier roman, et du coup voilà, c'était vraiment très chouette, je lui ai mis la note de 17/20. Et du coup, le dernier roman dont je veux vous parler, il s'agit de Va où le vent te berce par Sophie Talmen aux éditions Albin Michel. On est ici donc sur le nouveau roman de Sophie Talmen qui est sorti au début du mois de mars, que j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel. Pour ce qui est de ce roman, alors en fait Sophie Talmen a publié pour l'instant 4 autres romans, celui-ci est son 5e. Les 3 premiers titres qu'elle a publiés, donc Les yeux couleur de pluie, Entre mes doigts coule le sable, puis De battre la chamade, forment une trilogie. C'est une trilogie dans laquelle on suit Marie-Lou et Mathieu, qui sont 2 internes en médecine en Bretagne, qui vont nouer une relation. Et on a également tout leur cercle d'amis. Et en fait, donc Sophie Talmen a clos cette trilogie, mais par contre, ensuite, maintenant, elle sort, elle va continuer d'ailleurs après, à sortir des livres qui traitent chacun en un tome de personnages secondaires en fait qu'on découvre dans les autres tomes. Du coup, on avait l'année dernière la sortie de Qui ne... Alors, je retiens jamais ce titre, Qui ne se plante pas ne pousse jamais, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça le titre. Oui, c'est ça, Qui ne se plante pas ne pousse jamais, qui traitait donc de 2 personnages, et ici on a donc Va où le vent te berce qui traite de 2 autres personnages. Si vous avez lu la trilogie principale, c'est mieux, par contre le précédent n'est pas du tout nécessaire. Si vous avez lu la trilogie principale, c'est mieux parce que du coup vous connaissez un petit peu les personnages, mais si vous les connaissez pas avant, c'est pas grave, et celui-ci peut se lire tel quel. On est donc du coup à nouveau sur un roman qui parle du sujet médical, en sachant que donc Sophie Talmen est neurologue à Brest, du coup la médecine et la Bretagne sont 2 thèmes qui lui sont chers et qu'elle transmet je trouve très bien dans ses romans. Et pour ceux qui ont lu la trilogie principale, on suit ici le personnage de Anna, qui est la cousine de Mathieu, donc le personnage principal du premier tome. Donc voilà. Et donc en fait ici on va suivre donc d'une part Anna, qui est une jeune médecin, enfin elle est en fin d'internat je crois, qui va se retrouver avec un bébé qu'elle doit gérer toute seule. En tout cas on la découvre très enceinte au début du roman, et ensuite elle va donc devoir gérer ce bébé toute seule. Et de l'autre part on va suivre Gabriel. Gabriel lui n'est pas du tout dans le domaine médical, mais il connaît plusieurs personnes du domaine médical, et plusieurs personnages qu'on a déjà croisés. Et en fait Gabriel va être entraîné par sa famille à entrer en fait comme bénévole dans une association qui s'occupe des enfants à l'hôpital, dans les hôpitaux, pardon, j'ai fait un mélange des deux. Et il va donc en fait se retrouver lui plus particulièrement à devenir berceur pour les bébés.
pour s'occuper de tous ces enfants qui sont à l'hôpital, soit qui sont malades et dont les parents ne peuvent pas toujours être présents, soit des parents qui sont épuisés et du coup leur permettre de faire une pause en s'occupant de leur bébé pendant quelques heures, etc. Enfin voilà. Il va donc entrer là-dedans en sachant que lui-même a une histoire particulière avec l'hôpital et avec les bénévoles. Qu'on va découvrir petit à petit. J'ai beaucoup aimé le personnage de Gabriel, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était très touchant. J'ai également bien apprécié découvrir le personnage d'Anna, qui est un personnage assez particulier avec du caractère, mais que je trouve très sympa. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié et j'ai beaucoup aimé également dans ce roman tous les messages qu'il y a autour de la déculpabilisation et autour de la maternité et du fait que c'est pas toujours évident. J'ai vraiment bien aimé tout ça, je trouve que c'est pas très souvent qu'on a un point de vue aussi ouvert en fait sur la maternité et ça faisait du bien de l'avoir ici dans un roman qui est finalement un roman, qui est pas un essai mais juste voilà, on nous transmet ça, on nous dit que c'est pas grave si t'es pas parfaite et que t'as beau faire du mieux que tu peux, tu sais que c'est pas parfait, mais voilà, mais tu le fais et c'est bien. Donc voilà. Et après, le seul petit bémol que j'ai à faire ici, c'est la fin que j'ai trouvé un petit peu rapide, mais sinon c'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié. J'ai trouvé les personnages très touchants, leurs histoires aussi, et j'ai adoré retrouver toute cette ambiance et retrouver tous les autres personnages qu'on avait découverts dans la première trilogie. Et donc voilà. Du coup, j'ai mis la note de 16/20 à ce nouveau roman de Sophie Talmen. Ensuite, côté graphique, tout d'abord j'ai donc lu le second tome de Retour aux sources par Zuo Usan. C'est donc le deuxième et dernier tome de ce manga. C'est un manga qui est publié aux éditions Kana dans leur collection qui s'appelle Made In. L'autrice est taïwanaise et c'est un récit qui se passe à Taïwan. Du coup c'est assez sympa parce que ce qui nous est décrit et le trait de dessin aussi je trouve est assez différent de ce qu'on voit d'habitude en termes de manga. Pour vous montrer un petit peu les dessins, ça ressemble à ça. Et en fait, donc, dans cette histoire, dans le premier tome, on découvrait deux personnages principaux, ce jeune homme et une jeune fille. Ils sont à l'université ensemble, ils suivent pas forcément tous les mêmes cours, mais ils suivent certains cours en commun. Et la jeune fille va se décider à s'inscrire à un cours dont elle n'a un peu rien à faire, un cours sur le folklore, juste pour pouvoir être avec lui. Ils vont se retrouver ensemble pour faire un travail de groupe et c'est un travail de groupe qui doit porter sur une fête traditionnelle, en tout cas sur une tradition, et ils vont partir ensemble du coup à Daxi qui est le village d'origine du jeune homme, qui est un village dans lequel les traditions folkloriques sont très présentes et notamment il y a une fête en particulier et il s'avère que cette fête arrive prochainement, donc voilà, du coup ils partent là-bas pour pouvoir étudier cette fête, faire tous les préparatifs et ensuite vivre la fête et pouvoir parler de ça ensuite dans leur sujet pour leurs études. C'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé du coup découvrir tout le folklore avec eux. Le manga se concentre vraiment sur cette période et c'était très chouette. Il y a tout un côté effervescence et tout ça. Après, au niveau de la relation entre les personnages et des relations de manière générale, puisqu'il y a aussi donc toute l'idée du retour aux sources, des choses un petit peu à régler avec sa famille de la part du jeune homme, j'ai trouvé que tout ça était finalement pas forcément clôturé avec ce tome 2, que ça apportait pas forcément toutes les réponses. Et il y a un chapitre bonus à la fin que j'ai trouvé chouette, mais je trouve ça dommage que ce soit pas un peu plus inclus dans le reste. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé le trait de dessin, j'ai beaucoup aimé toute l'immersion qui est proposée ici, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus une fin en soi. Enfin, un peu plus une fin qui réponde à peut-être un peu plus de choses soulevées dans le premier tome et dans le deuxième tome. Et du coup j'ai mis la note de 15/20 à ce deuxième tome. Je crois que j'avais mis la note de 17 au premier tome. C'est dans l'ensemble une série que j'ai vraiment bien appréciée. Et le fait qu'elle soit en 2 tomes c'est chouette. Et puis comme je vous disais, voilà, en plus c'est des dessins qui changent un peu de ce qu'on voit d'habitude, un folklore aussi qui change. Donc je trouve ça chouette. Et du coup pour terminer j'ai donc lu la bande dessinée Le Cercle du Dragonté par Cathy O'Neill, c'est publié aux éditions Bliss Comics et c'est une bande dessinée dont j'avais entendu parler, je l'avais vu passer et j'étais un peu tombée en amour des dessins et encore plus après quand je l'ai vu en librairie. Pour vous montrer quelques dessins, on est sur des planches hyper colorées avec des dessins très doux, très lumineux aussi, on a des parties comme ça qui sont précisées et c'était super chouette. J'adore ce trait de dessin, j'adore ce type de messages aussi dans les bandes dessinées qui sont vraiment des messages autour de l'acceptation, de la confiance en soi, du choix de ce qu'on veut faire dans sa vie, etc. Et je trouve ça vraiment très chouette et c'est abordé avec plein de tendresse ici et c'est trop mignon et c'est tout à fait ce qui moi me fait complètement craquer. Donc voilà, vous l'aurez compris, ça a été pour moi une très très belle lecture, j'ai adoré cette bande dessinée, je vous la recommande très vivement. Et donc en fait pour l'histoire on suit cette jeune fille qui va trouver un moment un dragonté c'est ceci, c'est un petit dragon, il y en a plusieurs qui existent et ce sont des dragons en fait qui font pousser soit des feuilles, soit des fleurs, etc. qui permettent de faire du thé. D'ailleurs à la fin on a un petit index comme ça avec tous les dragons, c'est trop mignon.
Et du coup, en fait, elle va en trouver un et puis du coup, elle va le ramener aux gens qui s'en occupent. Et en le ramenant aux gens qui s'en occupent, elle va faire leur rencontre et du coup, elle va découvrir les deux personnes qui gèrent finalement les dragontés et une jeune fille qu'ils ont recueillie qui ne sait pas trop d'où elle vient. Et donc ensuite, on a voilà, une dynamique qui va s'installer entre ces quatre personnages et les différents dragontés qui les accompagnent. C'était super mignon. C'est une bande dessinée qui est réputée également pour son côté LGBT. Alors, il est bien présent, mais il n'est pas forcément présent là où on l'attend, en tout cas pas là où moi je l'attendais. Là où moi je l'attendais, il y a finalement plutôt un côté libre à l'interprétation, alors qu'il y a un côté clairement plus assumé qui n'était pas là où je l'attendais. Donc voilà. Mais c'était vraiment super chouette et je vous la recommande très vivement. Ça a été pour moi une très belle lecture. Si vous avez aimé celle-ci, je vous recommande de lire Les Fleurs de Grand Frère de Gaël Guenier qui est sorti l'année dernière. Et si vous avez aimé Les Fleurs de Grand Frère de Gaël Guenier, je vous recommande celle-ci. Je trouve que ce sont deux bandes dessinées qui parlent aussi bien quelque part par leur trait de dessin, même s'ils sont différents, que par leurs histoires sur l'acceptation, sur la différence, etc. ont quelques similitudes et j'ai beaucoup aimé les deux. Donc voilà, une recommandation que je vous fais. Et puis j'ai vu à la fin que Biz Comics annonce qu'ils vont continuer à publier des titres de Katie O'Neill et je suis super contente, j'ai hâte de découvrir les autres. La prochaine est prévue pour mai et il y en aura également deux autres, dont une autre qui se passe également dans l'univers du Dragonté. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça et j'ai mis du coup la note de 18/20. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, s'il y en a certains que vous avez déjà lus. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt. Puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Et puis moi, je vous fais plein de bisous, mais virtuels. Salut!